en gros des 2 derniers millénaires et nous allons rencontrer un certain nombre de surprises. Je crois que ce sont ces surprises qui sont intéressantes et qui vont structurer en quelque sorte notre entretien de ce soir. Il y a une vision classique, pour ne pas dire une vision bateau, des relations entre le peuple juif et la terre d'Israël au cours des 2000 années. Vous savez que la Hatikva, l'hymne national israélien, elle-même parle d'un espoir de 2000 années de vivre libre sur la terre de Sion et de Jérusalem, ce qui revient à, en quelque sorte, reconnaître, adhérer, homologuer à l'idée que pendant 2000 ans, le peuple d'Israël s'est trouvé en dehors d'Eretz Israël. Cette vision, selon laquelle, pour s'exprimer autrement, le temple et l'indépendance juive sont détruits, disons en gros, en 70 de l'ère chrétienne, et l'histoire juive recommence en 1917, l'histoire juive en Eretz Israël recommence en 1917 avec la déclaration de Balfour. Cette vision ne correspond pas du tout à la réalité historique. En un mot, la vie juive ne s'est pas arrêtée en Eretz Israël en l'an 70 et elle n'a pas recommencé en 1917. Nous allons essayer, encore une fois, de voir plus en détail ce qui s'est réellement passé. Je voudrais commencer par donner quelques chiffres qui certainement vont beaucoup vous intéresser et vont beaucoup vous surprendre. Eretz Israël est probablement l'un des lieux les plus anciennement peuplés au monde. Je vais donner ici des références qui correspondent au consensus universitaire, au consensus académique. Donc, je vais sortir de la chronologie toranique. Vous voudrez bien m'en excuser. Je reprends simplement les estimations qui ont cours dans le monde universitaire. Selon ces estimations, la terre qui deviendra la terre d'Israël, ou selon une autre appellation, la Palestine, cette terre a été le lieu où, d'une part, probablement l'un des lieux où la révolution de l'agriculture a commencé à l'époque néolithique et où, parallèlement, les premières agglomérations que l'on peut qualifier de villes, certainement de toutes petites villes, mais tout de même des villes et non pas de simples hameaux ou de simples villages, c'est-à-dire autre chose qu'une simple réunion d'habitations précaires, des habitations un peu plus stables, un peu plus solides, un peu plus durables. L'urbanisation est en liaison avec la révolution de l'agriculture, semble avoir commencé, en tout cas elle est attestée en terre d'Israël avant de l'être dans d'autres régions du Proche-Orient et du monde. Pendant longtemps, on a estimé que la première agglomération historiquement constatée date de l'an 9000 avant l'ère chrétienne. Encore une fois, je m'en tiens au consensus universitaire dans ces estimations. Selon des recherches plus récentes, en réalité, cette révolution, cette double révolution de l'urbanisation et de l'agriculture aurait pu être encore plus ancienne et remonter à environ moins 10 000 avant l'ère chrétienne. Nous allons faire un grand saut dans l'histoire et nous allons passer à l'époque
du Deuxième Temple. À l'époque du Deuxième Temple, c'est-à-dire plus précisément à la fin de l'époque du Deuxième Temple, sous la monarchie hachmonéenne et hérodienne, c'est-à-dire en gros depuis la fin du deuxième siècle avant l'ère chrétienne jusqu'à la fin du premier siècle de l'ère chrétienne, une période de 200 ans environ, il n'y a pas de doute que la terre d'Israël est très densément peuplée. Alors je vais vous donner, pour votre curiosité, un certain nombre d'estimations par un certain nombre d'historiens démographes. Il y a un historien démographe qui s'appelle Condor, c'est un Anglais. Il a, sur la base d'un certain nombre d'estimations, conclu au fait que ce que nous appelons en gros Eretz Israël ou Palestine historique comportait 6 millions d'habitants, je dis bien 6 millions d'habitants, vers l'an 0 de l'ère chrétienne, dont 75% de juifs. La densité de population dans cette région était, selon lui, de 219 habitants au kilomètre carré. C'est une densité extrêmement forte, c'est l'équivalent de ce que l'on peut trouver dans des pays très peuplés d'Europe à l'heure actuelle, comme par exemple c'est un peu inférieur à ce que l'on peut trouver dans des pays tels que les Pays-Bas ou la Belgique actuellement en Europe. Un autre historien, cette fois-ci un historien israélien, très célèbre, Binyamin Mazar, un des plus grands archéologues et historiens de l'Antiquité d'Israël, est arrivé à une estimation un peu inférieure, 4 millions d'habitants en 0, ce qui nous donne 142 habitants au kilomètre carré. Un troisième historien, Chalo Baron, je sais bien que cela sonne un peu étrangement à des oreilles françaises, Chalo Baron est un extrêmement grand historien juif américain qui a vécu au XXe siècle, au XXe siècle, pardon, et dont l'histoire des Juifs est un monument, un véritable monument. Chalo Baron, lui, estime la population d'Eretz Israël en l'an 0 à 2 à 3 millions d'habitants seulement, ce qui donnerait une densité de 71 à 107 habitants au kilomètre carré. C'est beaucoup moins que, vous voyez, que Condor, c'est moins que Mazar, mais c'est tout de même très élevé, et en particulier, c'est plus élevé que la densité de population de la France actuelle. Enfin, je cite un quatrième démographe qui, lui, est beaucoup plus modéré dans ses estimations. Il s'appelle McCone, il est américain, et lui, il pense que les chiffres qui ont pu circuler sur la population d'Eretz Israël vers l'an 0 étaient tous des chiffres fantaisistes, exagérés, et il concluait à une population de 1 million d'habitants seulement, 1 million d'habitants seulement en l'an 0, qui donnerait 35 habitants au kilomètre carré. Une fois que j'ai dit tout ça, il faut essayer de se représenter ce que une telle population ou une telle densité de population pouvait signifier à l'époque. Eh bien, tout simplement, il faut savoir que la plupart des historiens de l'Empire romain estiment qu'en l'an 0, la Gaule, c'est la France actuelle, plus la Belgique, plus la Rhénanie. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus grand que la France actuelle, c'est un peu plus de 600 000 km². Eh bien, la Gaule, en l'an 0, n'a que 5 millions d'habitants, et
sa densité de population moyenne, évidemment, une densité c'est toujours un chiffre moyen, n'aurait été que de 8,3 habitants au kilomètre. L'estimation la plus faible, celle de McCone, qui est d'1 million d'habitants et de seulement 35 habitants au kilomètre carré, nous voyons que Eretz Israël, en l'an zéro, est un pays très peuplé et présentant une densité de population élevée. Cette population, qui est en majorité juive, mais qui comporte d'importantes minorités non juives, d'une part une minorité qui a des relations ambiguës avec le judaïsme, c'est la minorité samaritaine, ou les Koutim, QT1 selon les sources juives, qui pratiquent une certaine forme de judaïsme et à propos duquel les maîtres toraniques semblent hésiter perpétuellement. Parfois, ils les reconnaissent comme juifs, parfois ils ne les reconnaissent pas. Mais en tout cas, cette population est assez distincte de la population juive proprement dite. Elle est très importante et elle occupe déjà la région qui porte leur nom, ou dont ils portent le nom, c'est-à-dire la Samarie. Ils sont déjà installés dans, si vous préférez, la Samarie actuelle ou le nord de la Cisjordanie actuelle. Il y a également des populations tout à fait non juives, d'abord des populations qui sont en fait arabes et qui habitent le Negev ou la Transjordanie. Ce sont des arabes non musulmans, bien entendu, des arabes païens, et il y a des populations hellénisées extrêmement nombreuses, soit sur la côte, soit dans certaines régions de l'intérieur du pays, en particulier dans la région de Beth Shean, où pratiquement on peut considérer que l'élément grec, ou en tout cas hellénophone non juif, est complètement majoritaire. Il va se produire une série de catastrophes qui vont, d'une part, réduire considérablement la population d'Eretz Israël, qui vont désertifier Eretz Israël et qui, de surcroît, vont entraîner une diminution non moins vertigineuse, non moins abrupte de la population juive en Eretz Israël. Alors, quelles sont ces catastrophes? La première catastrophe, c'est une catastrophe géopolitique. Il se trouve que les Juifs d'Eretz Israël vont s'engager pendant une période fort longue, une période de près de 70 ans, dans une série de révoltes contre l'Empire romain. Jusqu'en l'an 66, Eretz Israël, en tant que pays juif, a un statut assez complexe. On peut dire que par certains côtés, c'est un pays semi-indépendant, par d'autres côtés, c'est un pays intégré à l'Empire romain. En fait, disons que c'est une sorte de zone autonome au sein de l'Empire ottoman. Et ce qui est tout à fait de l'Empire romain, excusez-moi, je fais une confusion d'un empire à l'autre. L'Empire romain, vous m'avez bien compris. Ce qu'il faut remarquer, et qui est très important, c'est que les Juifs sont la dernière ethnie au sein de l'Empire romain qui va chercher activement à restaurer son indépendance politique face à la puissance énorme qu'est Rome, et que, en réalité, les Juifs vont à deux reprises, lors de la première révolte qui commence en 66 et lors de la deuxième révolte qui commence en 62, ils vont être pendant un certain temps sur le point de réussir dans leur entreprise. À ce point que, à l'issue de la première révolte, le vainqueur c'est, comme vous savez, l'empereur Vespasien et son fils l'empereur Titus,
célèbrent leur victoire sur les Juifs par un arc de triomphe. Je voudrais simplement dire que les Romains ont construit beaucoup de monuments à Rome pour célébrer leur succès, mais que, par exemple, ils n'ont pas construit d'arc de triomphe pour célébrer la victoire de Jules César sur Rome. Et ils ont en fait construit très peu de monuments de la taille de l'arc de triomphe qui est construit en l'honneur de Titus. De même, les empereurs romains, ayant battu les Juifs, vont frapper une monnaie d'or avec comme formule Judea capta, c'est-à-dire la Judée est vaincue, de monnaie d'or pour la conquête de la Gaule, pour la conquête de l'Espagne, pour leur victoire contre Carthage, mais ils l'ont fait pour leur victoire contre les Juifs, parce que la Judée, les Juifs, c'était le dernier élément ethnique qui résistait au sein du monde romain. Cette double révolte, pour héroïque qu'elle ait été, pour remarquable qu'elle ait été sur le plan géopolitique, se traduit néanmoins par une catastrophe pour le pays et pour le peuplement juif dans le pays. Disons en gros que, selon diverses estimations dont on peut disposer, la moitié de la population d'Eretz Israël meurt et ou est déportée et contrainte de quitter le pays, et de même 70% de la population juive est soit tuée, soit contrainte à l'exil d'une façon ou d'une autre. Mais je crois qu'il faut insister sur le fait que les deux chutes sont liées, c'est-à-dire que effectivement, à partir de ce moment, les Juifs ne sont plus majoritaires en Eretz Israël. Non seulement ils perdent leur indépendance politique, mais ils ne sont plus majoritaires en Eretz Israël. Mais il faut insister sur le fait que la population non juive d'Eretz Israël a été également frappée par la férocité des combats, les conséquences, les destructions causées par les combats, et que cette population non juive, elle aussi, diminue considérablement à la suite de ces événements. Donc, quel que soit le chiffre retenu pour l'an 0, il est clair que un siècle et demi plus tard, vers l'an 150, la population globale d'Eretz Israël et la population juive d'Eretz Israël ont subi une très forte régression. Cela dit, il faut insister sur un point extrêmement important. Ce point extrêmement important, c'est que du point de vue d'Eretz Israël en général et du point de vue des Juifs d'Eretz Israël en particulier, il y a une différence géographique entre le sud, le centre et le nord du pays. Le sud du pays va totalement échapper à partir de ce moment-là, je dirais, à la population juive. Et elle va connaître, en fait, elle va dès ce moment-là passer plus ou moins sous le contrôle d'une autre ethnie, de l'ethnie arabe païenne, qui va dès lors contrôler la région. Deuxièmement, le centre du pays va être déjudaïsé, notamment après la deuxième révolte, par suite d'une politique délibérée des Romains, c'est une politique inaugurée par l'empereur Hadrien. Les Juifs n'ont tout simplement plus le droit d'habiter à Jérusalem et dans la région qui est autour de Jérusalem. D'ailleurs, Jérusalem, après la deuxième révolte, après 132, cesse de s'appeler Jérusalem, elle est rebaptisée Aelia Capitolina et transformée en ville romaine. Mais le nord du pays, c'est-à-dire, encore une fois, la Galilée, le nord du pays a été beaucoup moins touché par la Première Guerre et s'est tenu tout à fait à l'écart de la Deuxième Guerre.
En conséquence, cette région a subi peu de dévastation et la population juive y est restée extrêmement importante. C'est la raison pour laquelle, en fait, le centre juif d'Eretz Israël, à partir, en gros, du IIe siècle de l'ère chrétienne, va se situer en Galilée. Vous êtes au courant du centre juif de Galilée qui se constitue notamment autour de Rabbi Yehuda Hanassi. En fait, il est installé à Tibériade. Il est installé à Tibériade, qui est une ville agréable et qui est placée au cœur du nord d'Eretz Israël. Cette région va rester, d'une part, très peuplée et d'autre part, va conserver une population juive extrêmement importante. Il y a des débats sur le niveau de population juive dans le nord du pays à cette époque. Certains parlent de 30%, certains vont à parler jusqu'à plus de 50%. En tout cas, ce que nous savons, c'est qu'il y a beaucoup de traces matérielles d'une vie juive extrêmement florissante dans le nord d'Eretz Israël, sous la forme, par exemple, de ruines de synagogues. Vous avez tous entendu parler, par exemple, de la synagogue de Kfar Nahum, si l'on préfère, qui a été découverte au début du XXe siècle. C'est un site archéologique qui a été parfaitement exploré et mis en valeur. Et d'autre part, nous connaissons les monuments intellectuels de l'Eretz Israël du Nord de cette époque. C'est en Eretz Israël du Nord qu'en fait la Mishnah est mise par écrit, qu'un premier Talmud dit de Jérusalem est également mis par écrit. On pense également que une partie des premiers piyutim, toute une poésie hébraïque extrêmement sophistiquée, religieuse bien entendu, date de cette époque et date de cet endroit. Mais, à partir du IIe siècle et jusqu'au VIe siècle, de nouvelles catastrophes vont frapper le pays. Et ces catastrophes, qui, nous allons le voir, sont des catastrophes extrêmement subites, vont avoir des conséquences extrêmement importantes. Ce sont des catastrophes que l'on pourrait qualifier de médicales et écologiques. En gros, il y a 3 périodes de dévastation par la maladie qui vont frapper l'ensemble du monde romain, mais aussi, plus particulièrement, la terre d'Israël, rebaptisée à partir de l'échec de la deuxième révolte, Palestine, par les Romains. Je vais vous donner quelques chiffres. Je vais d'abord vous situer précisément les 3 catastrophes chronologiquement et ensuite vous donner un certain nombre de chiffres. La première catastrophe commence en 165. Nous sommes sous le règne de l'empereur Antonin. Nous sommes d'ailleurs sous le règne d'un empereur qui s'appelle Antonin, qui a laissé de très bons souvenirs dans la tradition juive, parce que c'est lui qui a, en quelque sorte, atténué les rigueurs décidées par l'empereur Adrien après la deuxième révolte. Antonin a laissé également un très bon souvenir dans le monde romain, dans le monde gréco-latin. C'était un empereur philosophe, très sage, et qui a veillé à assurer la plus grande prospérité possible à l'Empire. Mais c'est quand même sous son règne, puis sous le règne de ses successeurs, qu'éclate une peste, on appelle ça peste, c'est une épidémie extrêmement meurtrière qui va durer 15 ans. On l'appelle la peste antonine,
il y a toutes sortes de discussions sur exactement quel type de maladie était la Antonine. En tout cas, on sait que ce n'est pas encore la peste bubonique. Donc, certains disent qu'il s'agit de la variole, d'autres que c'est la rougeole. Certains portent le même jugement sur la peste suivante. Ce n'est pas encore, d'après les descriptions des témoins, ce n'est pas encore la peste bubonique, la peste proprement dite que nous connaissons, que nous connaîtrons ensuite. La deuxième série d'épidémies meurtrières, qui dure également 15 ans, on l'appelle la peste cyprienne, parce que c'est un auteur appelé Cyprien qui va la décrire. Et elle commence vers 250 et dure au moins jusque 266. La troisième peste a lieu sous le règne de l'empereur Justinien, environ vers l'an 540. Donc nous sommes au VIe siècle, nous sommes beaucoup plus tard. Et là, il s'agit véritablement de ce qu'on appelle la peste bubonique. C'est la peste telle que on la connaîtra désormais dans l'histoire du monde. Alors, ces trois épidémies ont des conséquences absolument terrifiantes. Absolument terrifiantes parce que au niveau de l'Empire romain, eh bien, c'est très simple. On considère que selon les régions, de 30 à 70% de la population meurt au cours de ces différents épisodes. Et par voie de conséquence, la population de l'Empire romain, qui était probablement d'environ 45 millions d'habitants en l'an 0, qui avait probablement atteint 65 millions d'habitants en l'an 150, cette population retombe à 40 millions vers 270 et probablement tombe à quelque chose comme 35 millions seulement en 550 de l'ère chrétienne. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que une catastrophe de ce genre, ça a des conséquences extrêmement profondes. Non seulement cela tue les gens, mais cela tue à travers les gens, cela tue les travailleurs, donc l'économie s'écroule. À l'époque, l'économie a besoin d'énormément de main-d'œuvre. L'économie, c'est d'abord l'agriculture, c'est d'abord donc la constitution de ressources alimentaires, de ressources vivrières. Si les travailleurs de la terre sont morts, on ne peut plus cultiver la terre. Si on ne peut plus cultiver la terre, il n'y a plus de nourriture. S'il n'y a plus de nourriture, la population est affaiblie et donc va être exposée, surexposée en quelque sorte au retour éventuel de la maladie et donc amenée à mourir encore plus vite lorsque la maladie se manifeste également. Il y a aussi une autre conséquence, c'est que lorsque l'économie s'effondre et qu'il n'y a plus rien à manger, les survivants ont tendance à abandonner les terres où ils habitaient, soit pour se regrouper dans les quelques endroits où on peut trouver de la nourriture, soit pour émigrer, tenter de gagner une région où les chances de survie sont plus élevées. C'est le phénomène de migration, nous parlons beaucoup des migrants actuellement dans le monde, en Europe et en Occident, eh bien c'est un phénomène du même ordre qui se déroule à ce moment-là dans l'ensemble du monde antique. Mais par rapport à Eretz Israël, il se passe que, en dépit d'embellies qui ont lieu au bout d'un certain temps après chaque épisode épidémique,
globalement, la population s'effondre et elle va s'effondrer totalement à la suite d'un quatrième choc qui, à nouveau, est géopolitique, d'un bouleversement très important, c'est la conquête arabe. La conquête arabe était virtuellement commencée bien avant l'apparition de l'islam au 7e siècle. Mais elle se radicalise justement à travers la naissance de l'islam, à moins que l'islam ne soit en fait qu'un habillage idéologique postérieur à une conquête arabe rendue possible par l'épuisement des grands empires historiques de la région, l'empire romain sous sa forme cette fois-ci d'empire romain d'Orient à partir du IVe siècle, et l'empire perse, d'abord sous sa forme arjacide ou parthe, puis à partir de 250 sous sa forme néo-perse et sassanide. Il faut savoir que dans cette Eretz Israël en proie, nous voyons beaucoup de bouleversements, une population juive se maintient en dépit des épidémies, en dépit des bouleversements politiques, et cette population juive, à plusieurs reprises, tente de reconquérir le pays. Il y a un épisode sur lequel on a quelques éléments, mais ce sont des éléments divers, venant de sources diverses et dont les conclusions sont convergentes. Il semble que dans le cadre de l'ultime grande guerre entre l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire l'Empire byzantin, et l'Empire perse, au tout début du 7e siècle de l'ère chrétienne, il semble bien que les Perses utilisent une armée juive pour s'emparer ou pour gouverner Jérusalem reconquise sur les Romains d'Orient, ou si vous préférez, les Byzantins. Et il semble bien ensuite que les Perses éliminent les Juifs qui les ont aidés à conquérir ou à contrôler Jérusalem. Mais il y a mieux. Il semble que ce que l'on a l'habitude d'appeler l'essor de l'islam, en gros à partir de l'an 632 de l'ère chrétienne, pourrait avoir été une sorte de convergence de plusieurs conquêtes arabes distinctes. Je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Vous allez voir, c'est très intéressant. Le monde arabe pré-islamique est un monde tout à fait fascinant où une partie de la population adhère à la vieille religion païenne arabe qui a beaucoup de ressemblances avec des formes de paganisme décrites dans la Torah, dans le Tanakh, mais nous voyons aussi que une partie importante du monde arabe pré-islamique s'est convertie aux diverses formes du christianisme qui pouvaient exister à l'époque, y compris à des formes de christianisme qui ont à peu près disparu aujourd'hui, comme le nestorianisme. Nous n'allons pas entrer dans un débat sur les divisions au sein du monde chrétien ancien. Bornons-nous à dire qu'une partie importante du monde arabe s'est convertie au christianisme, mais qu'une partie tout aussi importante du monde arabe se convertit au judaïsme. Alors, on sait qu'il y a des juifs d'Eretz Israël qui se sont installés dans le monde arabe à partir, en gros, de
de l'échec des révoltes juives contre les Romains. Mais on sait aussi qu'une partie de la population arabe de la péninsule arabique se convertit à l'islam, se convertit au judaïsme, se convertit à une forme de judaïsme. Et on ne peut pas ne pas poser une question, et quand je dis on ne peut pas, ce n'est pas moi qui pose la question bien entendu, mais c'est les historiens actuels qui ont complètement, en quelque sorte, repris l'étude des origines de l'islam. On ne peut pas ne pas proposer une nouvelle théorie sur la naissance réelle de l'islam. Quand vous prenez le Coran, il y a une chose qui saute aux yeux d'un lecteur non prévenu, c'est que le Coran se compose d'un certain nombre de sourates, de chapitres, si vous voulez, qui ressemblent tous chaque sourate ressemble à une sorte de proclamation, et il y a des contradictions évidentes entre les sourates. Il y a des sourates qui sont très marquées par le judaïsme et qui vont même se livrer à des éloges extrêmement appuyés du judaïsme. Il y a d'autres sourates qui sont très marquées par le christianisme et qui se livrent à un éloge important du christianisme ou du moins de certaines croyances chrétiennes. Et enfin, il y a des sourates qui semblent rejeter et le christianisme et le judaïsme. Un certain nombre d'historiens du XXe siècle et du début du XXIe siècle en sont arrivés à proposer l'idée suivante. En fait, lors de l'effondrement et de l'Empire byzantin et de l'Empire perse au début du 7e siècle. L'une des raisons pour laquelle ces deux empires s'effondrent, c'est qu'ils sont épuisés à la fois par les épidémies et le dépeuplement et par une très longue guerre de 30 ans qui les a opposés au début du 7e siècle. À ce moment-là, les différents groupes arabes, les groupes judaïsants, les groupes christianisants et les groupes qui ne sont ni l'un ni l'autre, y compris les Arabes païens, décident de tenter leur chance historique. Ils décident de s'emparer du Moyen-Orient parce que tout simplement, ils occupent déjà pratiquement le Moyen-Orient. Ils ont servi de mercenaires et aux Byzantins et aux Perses et ils contrôlent en réalité le terrain. Et en fait, les différentes sourates correspondent à, on va dire, des appels à la guerre lancés par des chefs de tribus, les uns judaïsants, les autres christianisants, ou les autres enfin n'étant ni judaïsants ni christianisants, étant peut-être paganisants, étant peut-être monothéistes. Toujours est-il que nous avons des éléments archéologiques qui sont absolument fascinants. Par exemple, on a découvert des pièces de monnaie qui ont été frappées jusqu'à une époque relativement avancée, qui portent en arabe la formule suivante, Moussa Rasoul Allah, c'est-à-dire Moïse est l'envoyé de Dieu. Vous savez que la formule fondamentale de l'islam, c'est qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah, et Mohammed est Rasoul Allah, a été l'envoyé d'Allah. Or, nous avons trouvé des pièces de monnaie qui portent une toute autre formule, qui disent Moussa, Rasoul Allah, Moïse est l'envoyé de Dieu. Je laisse tout cela sous la forme d'hypothèses, parce que pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses, ce ne sont que des questions. Nous n'avons pas de preuves certaines du fait que dans les origines de l'islam, il y a peut-être eu en fait une convergence de
de mini-conquêtes menées soit par les judaïsants, soit par les christianisants, soit par un tiers parti au sein du monde arabe, mais il faut comprendre que il semble bien, historiquement, que ce que l'on appelle aujourd'hui la conquête arabe a pu correspondre dans un premier temps à un espoir politique pour les Juifs de l'Orient et en particulier pour les Juifs vivant dans le monde arabe ou pour les Arabes convertis à l'islam. Il n'en reste pas moins que, une fois que la région tombe sous le contrôle arabe et musulman, on assiste à un bref âge d'or, une brève période où l'économie fonctionne bien, la population augmente, construit des bâtiments, et puis tout s'effondre au 8e siècle. Et quand je dis que tout s'effondre en particulier parce qu'il y a une nouvelle catastrophe naturelle, non plus une épidémie, mais un tremblement de terre, un séisme, qui semble avoir détruit les villes et les monuments construits par les Arabes au début de l'affermissement de leur empire, et alors que, effectivement, ils adoptent une religion nouvelle qui est l'islam. Toujours est-il que, selon divers recoupements, on estime que la population globale d'Eretz Israël tombe donc vers 750, vers le milieu ou la fin du 8e siècle, à une population de 200 000 à 300 000 habitants seulement, parmi lesquels les Juifs ne constituent plus qu'une minorité. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ce chiffre de 200 000 à 300 000 habitants va rester en réalité le chiffre moyen de la population d'Eretz Israël non juive et juive jusqu'au XIXe siècle. Il va y avoir des remontées de population, mais elles vont toutes être suivies par à nouveau des chutes de population et des désertifications. Je rappelle pour mémoire un certain nombre d'événements qui contribuent au fait qu'Eretz Israël reste une terre sans peuple et reste l'ombre de ce qu'elle a pu être vers l'an 0 de l'ère chrétienne. Nous avons d'abord l'épisode des croisades, ce sont quand même des guerres et des guerres qui ravagent la région, même si les États croisés pendant un certain temps connaissent une certaine prospérité. Une fois que les États croisés se sont effondrés, le Proche-Orient subit une deuxième catastrophe, c'est l'invasion mongole. L'invasion mongole se déroule en gros, pour le Moyen-Orient vers 1250. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous représenter facilement. Les Mongols ont une tactique qui consiste à régner par la terreur. Ils massacrent systématiquement les gens qui leur résistent. Ils accordent la vie sauve et leur protection aux pays, aux villes ou aux populations qui se soumettent, mais ils massacrent entièrement ceux qui leur résistent. L'un dans l'autre, ces massacres suivis par les conséquences de ces massacres, c'est-à-dire l'effondrement économique, l'effondrement alimentaire, les maladies, entraînent des effondrements globaux de la population, 30% au moins pour l'ensemble du Moyen-Orient, 70 à 90% pour certaines régions, comme par exemple l'Irak actuel,
En ce qui concerne Israël, probablement l'épisode mongol, plus la peste noire qui le suit. Les Mongols ne conquièrent pas Eretz Israël, j'insiste là-dessus, ils sont arrêtés juste au nord d'Eretz Israël par nouvel empire musulman, l'empire mamelouk d'Égypte, mais ils auront ravagé les abords d'Eretz Israël et surtout, à la suite de leur passage, la peste noire, et il s'agit à nouveau de la peste telle que nous la connaissons, la peste bubonique, la peste noire ravage le pays. On assiste probablement à nouveau à la disparition d'un tiers de la population. Là, une autre catastrophe intervient immédiatement après. Elle est à la fois politique et écologique. Ces Mamelouks dont je vous parlais il y a une minute, c'est-à-dire une puissance musulmane dont le centre est l'Égypte et qui a réussi à arrêter les Mongols sur les limites nord d'Eretz Israël et qui réussira ensuite à refouler les Mongols jusqu'en Iran. Ces Mamelouks contrôlent Eretz Israël, leur centre c'est l'Égypte, et ils vont opter pour une stratégie qui peut nous paraître un peu étrange, mais qui était souvent utilisée dans le monde ancien. Leur stratégie, c'est de décourager une éventuelle invasion, qu'il s'agisse du retour des croisés, du retour des Mongols ou de toute autre invasion, en créant un glacis protecteur autour de l'Égypte, qui est leur centre de pouvoir. Et concrètement, ça se traduit par quoi? Par une politique délibérée de désertification de la plus grande partie d'Eretz Israël. Par exemple, vous prenez la côte, au lieu de reconstruire la côte méditerranéenne, ils vont décider de la laisser à l'abandon, ce qui gênera la progression éventuelle d'une armée venue de la mer ou d'une armée venue du nord, et ils vont aller plus loin, ils vont délibérément entretenir des régions de marais et leur corollaire, c'est-à-dire la présence endémique de fièvre, parce que, selon eux, c'est un moyen de détruire facilement une armée d'envahisseurs. C'est une méthode qui nous paraît tout à fait étrange et dangereuse, mais qui, historiquement, a été souvent employée à des fins défensives par telle ou telle autre puissance. Le résultat, c'est que les régions entières d'Eretz Israël, en particulier toute la région côtière, se transforment en ce que l'on appelle désormais en arabe et ce que l'on appellera jusqu'au début du XXe siècle Bilad al-Maut, c'est-à-dire le pays de la mort. C'est une région où l'on ne peut pas mener une vie agricole normale, c'est une région où il est très difficile d'avoir une vie urbaine conséquente. C'est une région qui est ravagée en permanence par les fièvres. C'est une région qui, par sa déshérence même, constitue en quelque sorte une sorte de mur de protection géopolitique. Les conséquences d'une telle politique menée délibérément pendant toute l'époque mamelouk, c'est-à-dire du XIIIe siècle au XVIe siècle, 300 ans tout de même, près de 300 ans, les conséquences ont été considérables. Même après la conquête ottomane, au début du XVIe siècle, les Ottomans essaient de remettre en valeur Eretz Israël. Ils ne parviennent pas à remettre en valeur le Bilad al-Maut, le pays de la mort, qui restera un pays de la mort jusqu'au début du XXe siècle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en fait, le pays juif, lorsqu'il va se reconstituer,
va se reconstituer d'abord près de la côte, parce que les terres du Bilad al-Maout sont tellement insalubres que leurs propriétaires n'ont pas beaucoup de difficultés à les vendre à des acheteurs juifs, puisqu'ils considèrent que de toute manière, les acheteurs mourront au bout d'un certain temps et qu'ils pourront les reprendre. Nous allons passer sur les épisodes suivants. Il y a effectivement une conquête ottomane au XVIe siècle. Les Ottomans, pendant quelques années, dans quelques dizaines d'années, remettent en valeur autant que possible Eretz Israël. Ils essaient, selon leur méthode, d'y ramener toutes sortes de populations. En particulier, ils autorisent beaucoup de Juifs à s'installer en Eretz Israël. C'est grâce à cela que fleurit au XVIe siècle l'école de Tzfat, de Safed. Donc vous connaissez l'incroyable influence sur l'ensemble du monde juif, puisque c'est à Tzfat que Yosef Karo fixe définitivement la halacha à travers le Bet Yosef et à travers le Shulchan Aruch, mais c'est aussi à Tzfat que la Kabbalah, c'est-à-dire la tradition mystique juive, prend sa forme classique avec le Harizal. C'est à cette époque que certains aspects très importants de la liturgie juive moderne, comme par exemple l'office de Kabbalah de Shabbat, sont mis sur pied et seront, à partir d'Eretz Israël, acceptés dans le reste du monde juif. Néanmoins, dès le XVIIe siècle, Eretz Israël connaît à nouveau un effondrement démographique, un effondrement économique, et restera donc jusqu'à la toute fin du XVIIIe siècle, restera jusqu'aux années 1798-1799 une région désolée, un pays de la mort. Nous allons nous arrêter pour notre entretien d'aujourd'hui. Nous allons le reprendre dans une semaine. Nous allons poursuivre dans une semaine l'histoire d'Eretz Israël et l'histoire de la relation entre le peuple juif et d'autre part les populations arabes et Eretz Israël. Mais cette fois-ci, nous allons tout reprendre à partir de l'extrême fin du XVIIIe siècle. Un événement énorme se produit, un homme extraordinaire apparaît en Eretz Israël, il n'y reste pas, il s'agit de Napoléon. La présence, l'intervention de Napoléon a des conséquences prodigieuses sur l'Orient. Nous allons parler de tout cela la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Toda Rabba, merci beaucoup, M. Gerfinkel. Je ne sais pas si vous me voyez, peut-être. Si vous avez des questions, Aura, peut-être. Vous avez l'impression que tu as une question? Tov. Alors, j'ai dû me tromper. Toda Rabba à vous tous. Toda aux participants. Et donc, on se retrouve à la semaine prochaine avec M. Gerfinkel. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir. Demain soir, exceptionnellement, à 8h. Il y a le cours avec Madame Marouani sur la Tchila. Il a été décalé exceptionnellement. Donc demain soir, Madame Marouani sur la Tchila, suivi du Rav Eli Kling sur la série de cours de Adam à Abraham. Toda Rabba à vous tous. Pour encore plus de cours, rendez-vous sur fr.litbod.org. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.